Comme tous les mercredis, à la prison haute sécurité de Qamishli, c'est jour de parloir. Ici, ne sont emprisonnés que des djihadistes de Daesh. 650 membres de l'État islamique, pour beaucoup des Syriens, capturés pour la plupart par les forces arabo-kurdes et FDS lors des batailles de Deir ez-Zor et de Raqqa. Quelques minutes de conversation qui les relient chaque semaine au monde extérieur. Une existence qui désormais ne tient qu'à ce fil. À 24 ans, Abderrahman était l'un des cadres indispensables de l'organisation de l'État islamique. Ce mercredi, le comptable de Daesh patiente avant la venue de sa famille, qui tarde ce jour-là. Se voir sans s'entendre. Se voir sans se toucher. Condamné par un tribunal kurde, Abderrahman doit rester encore 6 ans et 6 mois en détention. Lui, ses 2 femmes et ses 7 enfants vont ainsi mener des vies parallèles. Chaque semaine suit le même rituel. Sa famille quitte le camp de déplacés où elle a trouvé refuge pour le voir dans cette pièce dépourvue de toute intimité. بابا يا بابا ما تبكي الحمد لله كان بعمل إداري عند داعش. Il a commis une faute en allant avec Daesh. Il a intégré Daesh car on était pauvres et rejoindre Daesh nous permettait de mieux vivre. Il l'a fait pour ses enfants. À 90%, il l'a fait pour ses enfants. Mais au moment des premiers bombardements, il a décidé de fuir. Il a fui Daesh pour ne plus avoir affaire à eux, pour en finir. D'abord soldat, il déserte l'armée de Bachar aux premières manifestations. Vous savez, après les manifestations contre le régime de Bachar, beaucoup de gens se sont radicalisés dans les prisons. Quand vous voyez les morts là-bas, c'est normal de devenir salafiste, wahhabite ou djihadiste. Et il y a la torture, qui ne vous laisse pas indemne. Cette violence devait faire de nous des monstres. Abderrahman n'est pas un djihadiste comme les autres. C'était un élément clé de Daesh pour son fonctionnement à Raqqa. De l'eau à la nourriture, jusqu'aux matériaux de construction, il gérait l'approvisionnement pour 100 000 personnes. Il fut des tout débuts de l'État islamique en Syrie, bien avant la proclamation du califat. À la fin, Abderrahman occupait le poste convoité de responsable logistique. Daesh fera sa richesse autant que sa perte. Bien sûr que j'étais avec Daesh. Je les aimais beaucoup. Et aussi, ils m'aimaient bien. Les personnes à qui j'avais affaire, ça se passait très bien. Bien sûr, j'ai reçu beaucoup d'argent de leur part. C'est ça qui me tenait. J'ai eu entre 300 et 500 000 $. J'ai commencé à économiser. Mais je me disais que je ne pouvais pas rester que pour l'argent. Je gagnais bien, mais la situation m'échappait. À cause de l'oppression, de leurs exactions, j'ai voulu partir. Mais j'ai dû rester car ils m'ont empêché de partir. Ils m'ont retenu. Son idylle avec Daesh va s'interrompre, selon lui, au moment de l'afflux par milliers de combattants étrangers. Ils ont commencé à me traiter différemment, car j'étais pas assez radical. Et j'ai commencé à les détester énormément. Je ne les ai pas rejoints pour ça. Je les ai rejoints pour la religion, car ils étaient censés faire la charia, mettre en avant la justice. Mais il n'y avait rien de tout cela. Ils ont métamorphosé les gens. Mais c'est allé trop loin. Ils ont fait trop d'erreurs.
Je les ai alors détestés. Je suis passé de l'amour à la haine. Des djihadistes surveillés de près par l'administration pénitentiaire. À leur tête, une femme, une Kurde, ne portant pas le voile au milieu d'ultra-radicaux, en apparence un choc des cultures, mais pas pour Abir Massoud. On peut avoir une idée préconçue sur Daesh. En fait, j'avais peur. Mais malgré cette peur, je devais les respecter. Je me suis demandé si je pouvais rentrer sans foulard à l'intérieur. Si sans foulard, ils allaient m'agresser ou me demander pourquoi je ne portais pas de voile. Mais rien de cela ne s'est produit. Il n'y a eu aucun incident. Non, au contraire, tout s'est bien passé. Au cours de ces 2 jours d'immersion, nous aurons l'interdiction de filmer la façade, ses couloirs, ses cellules. Tout ce qui ressemble à un univers très carcéral. Tout d'abord, nous serons invités à un entretien avec la directrice. Persuadés de l'efficacité de sa méthode de déradicalisation. Quand ils font ce genre de dessins et qu'ils nous les offrent, ça veut dire qu'ils ont déjà fait un grand pas. Pour nous, ça compte beaucoup. Ça, c'est une sorte de cadeau. Et quand des détenus envoient ce genre de cadeau au directeur de la prison, on peut considérer que notre travail a porté ses fruits. Ils prennent conscience que Daesh leur a insufflé des idées sombres. Ici, ils voient de nouveau la lumière et acquièrent une autre compréhension de la réalité. Exemple avec cette femme qui porte une torche. Des djihadistes l'ont dessinée. Ça symbolise une femme libre. Une personne habitée par une idéologie radicale ne sera pas prête à dessiner une femme libre. Ça montre que notre entreprise de rééducation porte ses fruits. Des prisonniers djihadistes dessinant des femmes non voilées, progressistes et kurdes. La scène pourrait prêter à sourire. Mais la déradicalisation en terre kurde ne s'arrête pas là. La direction tient à nous faire une visite guidée dans un endroit pour le moins singulier. Ici, c'est l'aigle des services de sûreté kurdes de Rojava. Et ces 2 branches symbolisent la paix. Bienvenue dans l'atelier de modélisme de la prison de Kamishli. Ici, on forme ces anciens djihadistes au métier de décorateur d'intérieur ou de peintre en bâtiment. Objectif, les réinsérer dans la société syrienne. Là, c'est 15 cm. 15. 15, tu m'as compris? Là aussi, c'est la même longueur. On s'entraîne à faire des maquettes très orientées, tout simplement à la gloire de Rojava, la province autonome kurde, ou d'Öcalan, le leader vénéré du PKK, le parti des travailleurs kurdes qui contrôle en sous-main cette prison. Hé les gars, faites attention, soyez attentifs au travail de votre collègue. Regardez comment il prend les mesures, et comme ça, tout le monde progressera. Avant de transmettre son savoir, Saïef était un combattant djihadiste, arrêté juste avant de commettre un attentat suicide, d'après le renseignement kurde. En prison depuis 8 mois, il rêve désormais d'ouvrir un cabinet d'architecte. Je m'inspire de mon vécu pour faire ces modèles. J'ai le sentiment de voir mon pays, d'avant la guerre. Ici, je ne détruis pas, je construis. Avec ces maquettes, c'est comme si je voyais la Syrie d'avant. Avant l'invasion, avant l'arrivée de Daesh et avant les idées islamistes. Mon pays était comme ça. C'était ça le tissu social de mon pays. Un Saïef qui montre un tout autre visage que celui qu'il présentait il y a encore quelques mois.
3 ans plus tôt, Saïef et ses hommes combattaient les forces du régime de Bachar, avec rage et conviction. Un parcours à l'image de la complexité du conflit syrien. D'abord chez les rebelles de l'armée syrienne libre, puis avec Daesh en 2015. 6 ans de guerre civile ont laissé la Syrie exsangue. Une grande partie des infrastructures est à terre. Le nord-est du pays est de facto contrôlé par les vainqueurs, les Kurdes, des YPG. Ils en administrent les villes, s'imposent comme les garants de la sécurité dans les cités récupérées à l'État islamique, dont les quelques symboles qui restent sont piétinés. La guerre n'est pas finie, mais pour les Kurdes, l'après-guerre a bel et bien commencé. Pour les autorités kurdes, l'enjeu est majeur, à savoir obtenir la reconnaissance internationale tant espérée. Les autorités de la province se positionnent sur le dossier crucial de la gestion des djihadistes. Des combattants dont personne ne veut. La porte-parole des YPG, Nisrine Abdollah, appelle donc à la responsabilité des Occidentaux et des pays arabes. Notre collaboration avec les Occidentaux vise à garder les djihadistes loin de leurs frontières. On rééduque les Daesh, mais on ne sait pas si ça va donner des résultats. Mais ces pays avec qui nous collaborons doivent bien mesurer le risque que représentent ces gens-là. Mais que se passerait-il s'ils étaient relâchés? Ils peuvent être instrumentalisés et se réorganiser chez des pays ennemis à la France, l'Angleterre, les États-Unis. Nos partenaires doivent bien en avoir conscience. Les Occidentaux sont donc prévenus. Les Kurdes de Syrie veulent négocier via les djihadistes prisonniers. En attendant, à la prison haute sécurité de Qamishli, l'écho de la guerre n'est jamais très loin. À l'infirmerie, les combattants blessés dans les différentes batailles font la queue pour être suivis. Ce jour-là, 2 adolescents de 14 ans débarquent pour être soignés. Découvrant leur jeune âge, la direction, pris de court, tente de trouver une solution. Mahmoud, essaye de trouver des traces de ta famille pour qu'on entre en contact avec eux. Enrôlés de force il y a 6 mois, les 2 adolescents combattaient avec Daesh il y a encore quelques semaines. L'un des 2 a perdu une jambe dans une frappe aérienne à Deir ez-Zor. Le co-directeur de la prison cherche à comprendre comment ils se sont retrouvés à servir de chair à canon à l'organisation de l'État islamique. T'es d'abord arrêté par la police militaire, enfermé. Ah oui. T'es ensuite incarcéré dans un camp qu'on appelle Rédemption. Après avoir subi ces châtiments, on t'envoie après au front. Au front? Ouais, au front. Et bien sûr, tu peux mourir. Et qui décidait sur quel front tu serais envoyé? Contre le régime, contre l'armée libre? Mais tu combattais contre le régime? Non, jamais. Quand le débrief militaire s'invite plus ou moins spontanément à l'infirmerie. Au salon de coiffure de la prison, on préfère plutôt se taire ou s'en tenir au strict minimum. Le barbier est lui-même un détenu, 10 mois déjà à vivre derrière les barreaux. Je te coupe par là aussi? Oui. Avant de s'improviser coiffeur, Tala était couturier à Raqqa. C'était en fait une couverture pour des activités bien moins nobles. J'étais trafiquant d'armes. Oui, trafiquant d'armes. Notre village natal était à la frontière avec la Turquie. Notre métier, c'était la vente d'armes. Jamais dans l'entretien, Tala ne reconnaîtra la moindre vente d'armes à Daesh. Je n'étais pas avec Daesh. Je ne suis pas Daesh. Vous n'y étiez pas? Non. Pourquoi êtes-vous là alors? Je te l'ai dit, je suis vendeur d'armes. Tu vendais des armes pour qui? Pour moi, j'achetais des armes et je les vendais. À qui? Je les vendais en Turquie, à des marchands. De la Syrie à la Turquie? Oui.
Trafiquer des armes de la Syrie à la Turquie, un déni de réalité pour les autorités kurdes. Elles assurent pourtant avoir la preuve de sa collaboration avec Daesh. Pour cela, il sera condamné à une peine de prison de 6 ans ferme. Pour autant, pas question de s'appesantir sur ses conditions d'incarcération. Est-ce que je coupe encore par là? Ça va pour vous? Très bien. Le gel, c'est mieux ici? Est-ce que je fais les pattes? Oui. De l'époque où Daesh régnait en maître, Talha va nous livrer un témoignage dérangeant des exactions commises à Raqqa, l'ex-capitale syrienne du califat. Ils ont ramené un de leurs membres. Il était habillé comme eux, barbu. Ils nous ont dit qu'il s'agissait d'un traître, d'un espion. C'était pourtant un des leurs, un homme de Daesh. Ils l'ont ramené. Ils ont attaché sa tête sur le billot. Ils lui ont enlevé sa chemise et sa tenue pakistanaise. Puis l'un d'eux a pris une hache et l'a frappé au cou. Mais le bourreau a dû s'y reprendre à 2 fois pour le décapiter. Ils ont dit que c'était ainsi qu'il fallait punir les traîtres. Ils criaient de joie. Et jamais il ne condamnera ces exactions. Talha retournera à ses tondeuses sous le regard d'Abdullah Öcalan, le leader vénéré des Kurdes, jamais très loin dans cette prison haute sécurité. Ici, c'est les Assayish, la sûreté kurde, qui surveille de près ces centaines de djihadistes. Objectif, montrer que ce centre est tout sauf Guantanamo. Quoi de mieux alors qu'une partie de volley-ball où s'invite, comme par hasard, le chef de la sécurité, Rezan Ibrahim. Pas d'armes, ni de matraque. Pendant ce tournage, lui et ses hommes veilleront à chaque instant à donner une image de gentils organisateurs. Des vainqueurs qui ne se font pas prier pour attaquer. Tout est bon pour marquer un point face à un ex-djihadiste. Comment je le sens? Je sens qu'on peut les aider à évacuer. On arrive à tisser un lien humain avec eux. Et nous sommes heureux. Car à la fois ce sont nos ennemis, mais on croit au fait de pouvoir les ramener dans le droit chemin. On peut les réintégrer dans la communauté. Je dis au monde, aux Occidentaux, arrêtez de parler. Combien de pays, de systèmes brandissent des slogans, se proclament démocrates, défenseurs des droits de l'homme, mais ne le sont pas. Ce ne sont que des paroles. Mais s'ils faisaient ce que l'on fait, on irait de l'avant et on pourrait résoudre beaucoup de choses. Donner sa chance aux détenus d'être un homme nouveau. Vœu pieux ou propagande? Peut-être un peu des deux. Combattre la radicalité en retournant en classe, l'éducation ou plutôt la rééducation, les autorités kurdes en font un point d'honneur de leur programme idéologique. Chaque jour pendant un mois, cette vingtaine de djihadistes assistent à des cours. La science ne doit pas se contenter d'une étude partielle, mais elle doit tout traiter, tout englober. La science, une obsession dans le discours du PKK, le parti des travailleurs kurdes qui contrôle cette prison via le mouvement des YPG. Un cours de science pour autant très peu académique. Le but n'est pas de transmettre en tant que tel du savoir. Avant le début de la guerre, ce professeur était un ancien décorateur d'intérieur. Il y a une théorie astronomique qui dit que quand le Soleil se lève, les étoiles disparaissent, et ainsi que les autres planètes et la Lune. Et cette même théorie est utilisée par les systèmes autoritaires et répressifs. Le pouvoir agit comme un soleil qui domine sa population. Alors le peuple, comme la Lune, n'a pas droit au chapitre, et il est rendu invisible par le pouvoir.
De l'astronomie à la théorie politique, le pas est vite franchi. La science est quelque peu laissée de côté. Le cours s'engage alors sur un chemin très politique. Comme Socrate, comme notre prophète Mohammed, que la paix et la prière soient sur lui. Comme Öcalan, ils ont demandé à ce qu'on suive le chemin des connaissances et de l'apprentissage. Et bien sûr, il y a certains versets du Coran qu'on peut citer en résumé. Comme le dit notre Dieu, qu'il soit loué le Tout-Puissant et le Miséricordieux. Ces gens-là ne pensent-ils pas? Ne comprennent-ils pas? Ne voient-ils pas? Ces interrogations signifient quoi selon vous? Cela montre que Dieu nous incite à voir, à réfléchir, à apprendre. Un professeur marxiste aux références religieuses, même les anciens membres de Daesh n'iront pas s'aventurer sur le terrain coranique. Une stratégie pourtant pleinement assumée par l'enseignant Koshir Massoud. Je suis convaincu de l'importance de cette entreprise de rééducation. L'homme a des yeux et un cerveau, et c'est par la connaissance qu'il voit clair, qu'il trouve son chemin. Car sans la science, l'homme est aveugle. Et bien sûr, l'accès à la connaissance ne peut s'envisager que par la science et l'éducation. Il faut donc comprendre de quoi se nourrit Daesh pour pouvoir rééduquer ces gens. Rééduquer, l'obsession de cette prison académie. En son temps, Daesh lui aussi pratiquait une forme plus radicale de rééducation. Abdelrahman, le comptable de l'organisation de l'État islamique, avait alors suivi ces cours d'endoctrinement religieux. Après, des gens de Daesh sont venus. Ils nous donnaient des cours d'idéologie et de raffermissement de la foi. Ils nous ont dit qu'au départ, ils ne voulaient pas imposer la religion par la force. Mais très vite, leur objectif s'est révélé au grand jour. La religion était leur obsession. Et pour des sunnites comme nous qui avions souffert du régime de Bachar, il était facile de nous amener sur ce terrain-là. Au début, ils nous ont donné des formations et des cours de charia, des cours théoriques. Comment on doit se comporter, comment on doit construire cet État islamique. Après, la théorie a disparu. Il n'y a eu que des combats. Est-il possible ainsi de se déradicaliser? En tout cas, les autorités kurdes iront loin dans la promotion d'une prison prétendument à visage humain. Elles iront même jusqu'à mettre en scène ces embrassades familiales, autorisées exceptionnellement à l'occasion de notre présence. À partir du moment où je suis parti de Raqqa, je suis devenu un hors-la-loi. Mes voisins m'avaient prévenu que les services secrets de Daesh étaient à mes trousses, qu'ils avaient brûlé ma maison. À partir de ce moment, la peur a fait irruption dans ma vie. Et elle ne me quitte plus. Mais je ne suis plus avec Daesh. J'ai changé. Alors que nous souhaitions interroger Abdelrahman dans sa cellule, la direction a préféré mettre fin à ce tournage. Nous avons bien tenté de négocier, mais les portes se sont alors soudainement refermées. Tout le monde s'est alors rappelé que nous étions bel et bien dans une prison.